Bonjour, je m'appelle Elisabeth Côté, je suis la chargée de projet de l'exposition Place au cirque. Et je suis bien contente de vous avoir ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous présenter Pascal Jacob, que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer et avec qui j'ai travaillé dans le cadre de la préparation de l'exposition Place au cirque. Monsieur Jacob est un important prêteur de l'exposition et aussi il en est l'un des conseillers scientifiques. Pascal Jacob est un auteur, historien des arts du cirque, enseignant, directeur artistique, collectionneur. Sa feuille de route en matière de cirque est plus qu'impressionnante. Il a publié une trentaine d'ouvrages sur le cirque. Sa collection, développée avec son partenaire Christian William, de la collection Jacob William, est composée de plus de 20 000 éléments, incluant des livres, des affiches, des œuvres d'art, des instruments de musique, des costumes et tant d'autres, dont une partie est en dépôt au Canada, à la TOU, et à l'École nationale de cirque, et aussi une partie en France au Centre national des arts du cirque. Et on en a une soixantaine dans l'exposition également. Pascal Jacob est d'une immense et sincère générosité. C'est une personne qui ne cesse de nous surprendre par la richesse de ses connaissances sur les arts du cirque, mais aussi par la pertinence de son analyse et de sa réflexion. Alors, vous aurez donc le plaisir de l'entendre vous raconter une très brève histoire du cirque en 45 minutes, avec un accent mis sur le Québec. Et enfin, je vous invite aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, à visiter l'exposition Place au cirque, qui vous mettra, je l'espère, beaucoup de chaleur et de lumière dans les yeux. Alors, merci et bonne conférence. Est-ce que j'ai... Oui, ça marche tout de suite. Formidable. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé ce froid polaire auquel nous, on n'est vraiment pas habitués en France. Je m'attendais, j'avais vu la météo avant de venir. Je me suis dit, bon, ça va être ensoleillé, mais je ne m'attendais pas à cette température-là. Mais enfin bon, voilà, au moins vous êtes là, donc, et on va se réchauffer autour du cirque. Alors j'avoue que j'ai été vraiment très heureux de pouvoir contribuer, d'avoir été invité à contribuer à cette expo, parce que évidemment, ce qui est très important pour les arts du cirque quand on s'y intéresse de près, c'est la reconnaissance institutionnelle et que le cirque puisse entrer au musée. C'est évidemment toujours très très important pour qu'on l'éloigne un peu de parfois une dimension péjorative. Vous avez déjà entendu évidemment arrête ton cirque, arrête de faire le clown, etc. Donc il y a toujours cette espèce de, peut-être encore, hein, de moins en moins heureusement, mais ce petit vernis péjoratif. Alors, bon, évidemment, c'est un grand pas en avant est fait depuis quelques décennies pour que le cirque évolue et intègre différemment nos sociétés. On verra tout à l'heure, je dirai quelques mots sur la notion de cirque humanitaire, caritatif, social, puisqu'on voit à quel point le cirque a élargi son axe de développement, de passer d'un divertissement, d'un beau divertissement, à finalement parfois une manière de rendre le monde plus beau, plus fort. Et voilà, on évoquera ça un petit peu plus tard dans le fil de cette présentation. Alors on a 45 minutes. 45 minutes, c'est pas beaucoup hein, pour une histoire qui est finalement très 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 longue. Alors, on pourrait déjà commencer par se poser la question, quand on parle de cirque, on parle de quoi? C'est quoi le cirque? On a tous une définition. Chacun a son cirque en tête, selon le pays, l'endroit où il a vécu, grandi, etc. La télévision a aidé beaucoup. Et puis voilà, on a tous dans notre imaginaire un petit coin qui scintille et on pense, ah bah oui, le cirque, c'est ça. Donc évidemment, je ne vais pas vous démolir ce petit coin de cirque privilégié que vous avez dans votre imaginaire, mais je vais essayer de l'alimenter un peu aujourd'hui, puisque quand on parle de cirque, finalement, on parle d'une forme, une forme artistique, hein, une forme d'art. Aujourd'hui, depuis on va dire presque 50 ans, on considère désormais que le cirque est un art à part entière, ce qui n'était pas le cas avant, hein, puisque... Je vais vous donner un exemple très particulier qui va vous faire sourire, j'en suis sûr. Mais jusqu'en 1978, donc c'est pas si vieux, hein, jusqu'à la fin des années 70, en France, le cirque dépendait du ministère de l'Agriculture. Parce que comme le cirque avait des animaux, eh bien, l'agriculture en était la tutelle. Donc vous imaginez bien que
les années 70, des années de sécheresse, des années de difficultés, le ministère de l'Agriculture, le cirque, ça n'était pas vraiment sa préoccupation principale. Et donc, il était urgent que le cirque entre sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles à l'époque, ministère de la Culture. Et ça a tout changé, hein, ce qui a permis au cirque, évidemment, d'avoir des moyens différents et d'entrer dans une autre dynamique. Donc c'est cette dynamique-là on va questionner un petit peu plus tard. Quand on parle de cirque, on parle d'une forme, évidemment, une forme artistique. On parle d'une forme aussi, une forme géométrique. Hein, on l'a un peu oublié parce qu'aujourd'hui, c'est une dimension qui est parfois compliquée à entretenir. Mais le cirque, au point de départ, c'est rond. Hein, le cirque, ça se fait dans une piste. À partir du XVIIIe siècle, on fait du cirque en Europe et puis bientôt au-delà des frontières de l'Europe. Et le dénominateur commun, c'est la piste. C'est un cercle. Un cercle parce que dans un cercle, tout le monde voit parfaitement ce qui se passe. Et le cirque a ce caractère finalement d'immédiateté, de proximité et d'universalité. Donc ça a évidemment énormément aidé le cirque à se développer, de pouvoir s'offrir dans un espace circulaire. Et on va voir à quel point cette dimension circulaire est ancienne et à quel point elle nous appartient à tous et pas uniquement au cirque. Parce que quand on pense au cirque, si je vous demandais quels sont les éléments premiers qui vous viennent à l'esprit, bon, vous allez peut-être me dire le clown, vous allez peut-être me dire, je sais pas, le magicien, etc. L'acrobate. Et justement, l'acrobate. L'acrobate, parce que très souvent, on imagine le cirque comme un chapiteau, comme un espace dans lequel on voit des choses incroyables, extraordinaires. C'est parfaitement juste. Mais on peut se demander aussi d'où elles viennent, ces formidables choses. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cirque était né au XVIIIe siècle, mais le cirque, il n'a rien inventé. Et ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui, pour bien comprendre comment et à quoi on va arriver beaucoup plus tard, c'est de réaliser à quel point tout ce qui fait un spectacle de cirque est bien, bien, bien plus ancien que le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le cirque a été en fait un formidable catalyseur. Il a cristallisé vraiment dans une piste des éléments qui ne lui appartenaient pas. Il les a absorbés et il en a fait des arts du cirque. Mais on peut aujourd'hui questionner l'antériorité de ces arts du cirque. Par exemple, l'acrobate qui fait partie aujourd'hui du langage, puisque aujourd'hui au Québec et plus largement en Amérique du Nord, mais au Québec particulièrement, les compagnies de cirque sont avant tout des compagnies acrobatiques. C'est vraiment le langage unificateur, c'est le vocabulaire premier. Et l'acrobate, il n'est pas né avec le cirque. L'acrobate, il est né avec l'humanité. Et là, d'un seul coup, on se dit que le cirque, finalement, n'est qu'une conséquence, peut-être, d'un certain nombre de formes artistiques incroyablement fortes, incroyablement pures, et que c'est peut-être celle-là aussi qu'il vaut la peine de questionner. Alors, acrobate, ça veut dire marcher sur les extrémités, se déplacer sur les extrémités. C'est du grec. Donc déjà, ça nous ramène à l'Antiquité, au minimum l'Antiquité grecque, au moins pour la formulation. Mais on sait que l'acrobate n'est pas né en Grèce. L'acrobate, il est né, alors évidemment, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, donc c'est difficile d'avoir des preuves absolues, mais on a quand même quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'analyse, quelques sources, pour se dire que les premiers acrobates de l'histoire de l'humanité sont des chasseurs. Eh bien, quel est le rapport entre la chasse et l'acrobatie ? Eh bien, écoutez, imaginez que vous êtes un groupe de chasseurs. Donc là, nous parlons de quelques milliers d'années en arrière, quelques dizaines de milliers probablement, et ça va pas bien. Ça va pas bien parce qu'on ne trouve rien à manger. Il n'y a plus de proie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus d'insectes. On est dans un moment terrible. Ça peut être un moment de sécheresse, ça peut être un moment de froid. Donc on voit que un certain nombre de membres du clan s'affaiblissent et il faut trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à espérer, sinon d'invoquer les dieux. Alors, on peut toujours leur demander, s'il vous plaît, mettez-nous une antilope ou un singe ou un oiseau sur le chemin, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils ont bien compris ? Ben non.
Comment on va faire pour que les dieux comprennent? On va imiter ce que l'on veut chasser. On va imiter les animaux. Qu'est-ce qui caractérise la plupart des animaux? L'agilité, la force, la souplesse. Qu'est-ce qui caractérise un acrobate? L'agilité, la force, la souplesse. Et donc on va commencer à imiter les animaux pour persuader les dieux de les mettre sur le chemin des chasseurs. On va probablement aussi enrichir, puisque nous sommes des humains. Donc évidemment, il y a une logique de compétition. On va prendre les plus souples, les plus agiles, les plus forts du groupe, qui vont être à même d'interpréter au plus près ce que l'on veut chasser, qui vont s'agrémenter de plumes, de fourrures, qui vont donc créer la notion de distanciation, de costume, de représentation. Ça a dû marcher d'ailleurs, puisqu'on a vu comment ça s'est développé. Et donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à voir se développer un véritable vocabulaire de plus en plus poussé, puisqu'on va trouver le plus habile à imiter le serpent. Donc le serpent fait penser à la contorsion. On va chercher celui qui est le plus rapide pour monter dans un arbre, par exemple, pour pouvoir surveiller l'horizon, ou pour faire tomber des fruits qui sont sinon inaccessibles. Donc il y en a un qui va monter péniblement, un qui va être plus rapide, puis un autre qui va être carrément capable de faire autre chose en même temps qu'il monte. L'ancêtre du machinois, par exemple, etc., etc. Et donc nous avons là, évidemment, un point de départ. Quand les sociétés de chasseurs-cueilleurs vont devenir sédentaires et agriculteurs, ils ne vont jamais oublier cette dimension-là, et d'une forme sacrée et ritualisée, on va entrer dans une forme profane qui va être le point de départ de notre histoire de divertissement, même si on va toujours garder à l'esprit qu'il y a une antériorité, une rituel sacré dans chacun des gestes acrobatiques que l'on va accomplir. Alors évidemment, aujourd'hui, si vous demandez à un acrobate à l'École nationale de cirque, sauf si je l'ai eu en cours, mais sinon, si vous demandez à un acrobate dans une troupe, il ne saura pas vous expliquer ça, bien évidemment. Mais il est troublant. Il est troublant de se dire que certaines figures, certains gestes ont une histoire infiniment plus ancienne que celle du cirque d'aujourd'hui, et évidemment, même que celle du cirque du XVIIIe siècle. Donc cette antériorité-là, elle est passionnante, parce que ça veut dire que le cirque fait partie de notre histoire depuis toujours. Et qu'il est lié, en fait, au développement des cultures et des civilisations. Et on le voit, puisque là, je vous parle de quelques dizaines de milliers d'années en arrière, mais si vous regardez, par exemple, en Égypte, les hiéroglyphes dans certaines tombes, si vous avez l'occasion d'aller à Beni Hassan, vous allez trouver la tombe des jongleuses. On ne sait pas pourquoi il y a des jongleuses dans la tombe. Là, il y a encore des mystères à résoudre, il y a encore une énigme. Mais il est clair qu'il y a une représentation de femmes en train de manipuler de petites sphères blanches qui sont clairement des balles, on va dire. Et la manière dont elles sont représentées, c'est sans équivoque, ce sont des jongleuses. Pourquoi y a-t-il des jongleuses dans une des tombes d'une nécropole égyptienne? Ça, à ce jour, on n'en est toujours pas certain. Est-ce que c'est une manière d'évoquer les constellations? Peut-être. Est-ce que c'est une manière d'évoquer l'infini? Peut-être. Les planètes, peut-être que finalement les Égyptiens étaient encore plus documentés que nous ne l'avons été plus tard. C'est un mystère, mais il est évident qu'il y a là une représentation. On trouve évidemment aussi dans les civilisations romaines des représentations de jongleurs, de contorsionnistes, etc. etc. Et voilà, le jonglage, ça consiste à ne pas faire tomber ses accessoires. Donc, mais ça arrive. Ça rend le jongleur humain, finalement. Sinon ça devient surnaturel et il finit sur un bûcher. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, il vaut mieux laisser tomber de temps en temps les choses. Et donc là, on a évidemment cette curiosité de la présence ou de l'omniprésence de certaines formes dans la vie quotidienne depuis très longtemps. Alors, c'est évidemment, on pourrait dire presque un ferment de notre histoire qui remonte à la plus haute antiquité, même probablement bien avant, et qui va évidemment nourrir l'imaginaire à un moment donné dans l'histoire moderne, qui fait qu'au XVIIIe siècle, fort de toutes ces références, eh bien, va apparaître en Europe, en Angleterre, à Londres, on resserre, même très précisément dans un des faubourgs de Londres, puisque en 1768,
Londres n'a pas la même étendue qu'aujourd'hui, bien évidemment. Et donc, de l'autre côté du pont de Westminster, il y a un charmant petit village qui s'appelle Lambeth. Et là un officier de cavalerie va poser les jalons d'une nouvelle histoire. Donc, évidemment, lui non plus n'a rien inventé. Évidemment qu'il va se nourrir dans sa structure, dans sa conception de tout ce que je vous ai raconté, même si il n'a pas forcément tout identifié. Mais ce qui nous intéresse à ce moment-là, avec cette figure-là, avec cette personnalité-là, c'est qu'il va réinventer, entre guillemets, le cercle. Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul. Le cercle fait partie de la vie des hommes, et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de très fort dans cette circularité, dans cette manière d'offrir à un public des gestes, des mouvements extraordinaires. Et il est probable, un artiste contemporain français, un artiste de cirque, estime que le cercle, c'est la figure naturelle de l'attroupement. Que si on fait quelque chose, les gens se rassemblent. Et effectivement, on aurait envie de dire que peut-être, la figure la plus antérieure de l'histoire du cirque, c'est le feu. C'est de faire un feu dans une caverne, d'avoir une communauté qui se rassemble autour du feu. Et c'est magique, un feu. Ça bouge, ça vit, ça se détruit, on rajoute du bois, ça se reconstruit. Et puis si vous êtes dans une caverne, le feu, il va projeter des ombres. Et donc vous allez avoir des prétextes pour raconter des histoires. Donc d'un seul coup, on se rassemble autour du feu, comme beaucoup plus tard, on va se rassembler autour peut-être d'un saltimbanque, et puis ensuite d'une piste de cirque. Et donc là, il y a quelque chose de très organique dans la définition même du cirque. C'est une forme de spectacle, c'est une forme artistique, mais qui en même temps est très très liée à cette problématique, finalement, une église, un village qui s'organise autour d'une église, un homme au milieu d'un vide, et les gens l'entourent, etc., etc. Parfois, c'est moins joyeux, c'est pour aussi des événements plus sombres dans la vie d'une communauté, mais on se rassemble autour de quelque chose, et le cirque va tirer de cette notion-là une de ses plus grandes forces. Donc, je vous ai dit, il y a un élément essentiel dans ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est que un des fondateurs, parce que, encore une fois, il n'était pas le premier, mais il a été probablement le plus intelligent de tous à ce moment-là. Un des fondateurs était un militaire. Ça, c'est fondamental aussi. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'il va définir un certain nombre de règles qui sont liées à son imaginaire de soldat. Et dans ces règles, il y a évidemment la présence du cheval. Le cirque, au départ, est équestre. À 80%, 90%. Quand on parle de cirque à ce moment-là, on parle d'un spectacle avec des chevaux, des cavaliers et des chevaux. Quelques cavalières aussi, heureusement, mais avant tout des chevaux. Et donc, c'est vraiment un des éléments fondateurs, puisque au XVIIIe, le cheval est un symbole de pouvoir encore, et que les soldats, évidemment, les cavaliers, ont ce pouvoir sur ceux qui sont au sol, bien sûr. Il va amener la musique aussi. Il va apporter ce parfum particulier des cuivres et des percussions. Et si on voulait trouver une métaphore, on dirait que les percussions sont des coups et que les cuivres sont des cris. Donc ça donne tout de suite une certaine forme d'énergie, on pourrait presque dire de violence, au spectacle de cirque. Donc vous avez des chevaux qui tournent dans un cercle, vous avez des cavaliers qui se tiennent debout sur leur dos, et puis vous avez un accompagnement sonore qui est fait de cris et de coups, de cuivre et de percussions. Et donc là, d'un seul coup, on a presque tous les éléments. Il en manque encore un, comme cet officier qui s'appelait Philippe Astley. Philippe, c'est super, c'est Philippe en grec, c'est Philippos, celui qui aime les chevaux. Donc ça tombait vraiment bien. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais enfin, ça fait partie de l'histoire. Ce Philippe Astley, comme il n'a pas beaucoup d'argent quand il va quitter l'armée, il va garder ses artifices, donc son uniforme. Et si le cirque aime autant, encore aujourd'hui, le rouge et l'or, les cris et les coups, les cuivres et les percussions, et une certaine forme d'énergie, et une certaine forme de violence positive, évidemment, mais c'est dû évidemment à ce Philippe Astley qui a posé les bases. Alors, bien sûr, le cirque d'aujourd'hui ne s'appuie plus forcément exclusivement sur ces règles-là, mais parfois, ironiquement,
On a un uniforme peut-être un peu décalé. Hein. Le Cirque du Soleil a joué avec ça dès ses premières créations. On a encore des cuivres, hein, même si c'est pour s'amuser, pour évoquer une nostalgie du cirque, mais on continue de jouer avec ça. Et donc à partir du XVIIIe siècle, le cirque devient cette forme spectaculaire, hein, ça c'est évidemment très important, spectaculaire, qui se donne dans un premier temps dans un espace ouvert. Parce que, vous l'avez bien compris, notre officier de cavalerie, il n'est pas très riche, donc il n'a pas les moyens de construire un lieu, mais il en rêve. Il en rêve, il a un peu de chance, voire beaucoup de chance. Il va trouver une bague avec un diamant sur le pont de Westminster. C'est peut-être une légende, mais il semblerait qu'à un moment donné, il ait eu les moyens d'acheter du bois, hein, d'un bateau qui avait été abandonné. Il a pu récupérer les planches. Et donc, il a clôturé son espace. Et là, on est dans une étape définitivement essentielle, puisque à partir de ce moment-là, il faut payer pour voir. Tant qu'il est dans l'espace public, dans la rue, on regarde, et puis si on n'est pas content, on fait 2 pas en arrière et on s'en va. Et l'écuyer, le voltigeur, aura travaillé pour rien. Si, évidemment, on ferme et qu'il faut payer avant d'entrer, bien sûr, ça oblige que le spectacle soit toujours de plus en plus fort, de plus en plus beau, mais au moins, on est sûr d'avoir une recette à la fin de la journée. Et Philippe Astley ira plus loin. Quand on dit qu'il est un précurseur ou le fondateur, c'est parce que, évidemment, il est le premier, là pour le coup, à avoir eu cette idée de protéger son lieu. Et quand il aura encore un peu plus d'argent, parce que ça va bien marcher, son spectacle, hein, c'est important, il va mettre un toit. Et donc, à partir de ce moment-là, on a la première configuration. Le cirque est non seulement une forme artistique, mais c'est aussi un lieu. Comme un théâtre, un opéra, sont des espaces définis. Le cirque, à partir de ce moment-là, obéit aussi à des règles architecturales. C'est très important parce que ça veut dire que dans un premier temps, le cirque ne va se jouer que dans des bâtiments. Nous, on a un imaginaire aujourd'hui, si je vous avais demandé peut-être au début un mot pour évoquer le cirque, peut-être que vous m'auriez dit chapiteau. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas que le cirque puisse être autre chose que sous un chapiteau. Alors évidemment, j'exagère puisque nous avons la TOU, qui est un cirque stable qui ressemble évidemment beaucoup à ceux que l'on va pouvoir voir se développer à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, mais c'est une quasi-exception. La plupart du temps, quand on évoque le cirque, on évoque la toile, on évoque l'éphémère, on évoque le voyage. On aurait pu avoir, si on avait été un petit peu plus avant dans la saison, on aurait pu avoir le chapiteau du Cirque du Soleil dans le Vieux-Port, et on aurait eu évidemment l'incarnation d'un cirque itinérant avec son chapiteau. Donc le cirque, dans un premier temps, il ne faut pas l'oublier, hormis à l'exception de l'Amérique du Nord, et encore, le cirque se donne dans des lieux, dans des bâtiments que l'on va construire spécifiquement. C'est-à-dire que Philippe Astley va construire un cirque en bois, tout simple, et puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et puis je ne vais pas vous faire la liste, mais il en a fait 19. Philippe Astley a construit 19 cirques à travers toute l'Europe, parce qu'il n'imaginait pas se déplacer autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il en avait un réseau de bâtiments, sa troupe allait d'un bâtiment à l'autre. On est itinérant, c'est toujours un cirque ambulant, mais qui ne transporte pas son lieu avec lui, qui s'installe dans un lieu qui a été prédéfini pour lui. C'est formidable comme principe. Aujourd'hui, les troupes contemporaines, elles rêvent de ça. Et elles en rêvent d'autant plus qu'on sait, par exemple, qu'en France, il y a eu 200 cirques stables. Vous imaginez 200 cirques stables. On a de quoi faire 3 saisons avec 200 bâtiments, parce qu'on ne peut pas les faire tous. Si vous restez quelques jours dans chaque, plus les tournées, etc., vous en utilisez 40 peut-être, 50. Donc ça aurait été formidable. Mais le 19e est un chantier incroyable et en même temps un chantier de construction et un chantier de destruction. On va revenir là-dessus pour bien comprendre pourquoi. Et donc, Astley va construire des bâtiments et puis il aurait rêvé d'être tout seul, évidemment, mais pas. D'autres que lui vont avoir la même idée, vont se dire « mais non, ça marche, faire des spectacles avec des chevaux, avec des acrobates, c'est formidable, donc on va faire pareil ». Et le cirque va se développer très rapidement en 25 ans. 25 ans, sur l'échelle du temps, c'est vraiment pas grand-chose. Donc 25 ans, ça veut dire qu'en 1768, Astley trace son cercle dans la poussière,
Ensuite, il va faire une première escale à Paris en 1974, donc c'est très court. Là, il va travailler dans un manège. Il ne construit rien, mais il a déjà les prémices de ce qu'il va faire. Quand il va rentrer en Angleterre, il va construire son premier bâtiment, son premier cirque, avec le toit. Quand il va repartir à Paris, à ce moment-là, il va construire le premier cirque en France. Il va revenir, il va en installer d'autres à Liverpool, à Manchester, à Belfast, à Dublin, etc. Et surtout, il va avoir un de ses employés qui va le quitter, qui va aller à 100 mètres un peu plus loin et qui va construire un autre bâtiment. Et c'est là où notre histoire va prendre un tour particulier, un tour sémantique, un tour linguistique. Philippe Astley, on l'a compris, c'est le fondateur. Sauf qu'il n'a jamais employé le mot cirque. C'est un vrai paradoxe. Quand il a construit ces lieux, il les a baptisés des amphithéâtres. Parce que c'était une connotation noble. Hein, si vous voulez, à la fin du XVIIIe, l'Antiquité est à la mode. Vous connaissez peut-être les faïences de Wedgwood, etc. On revient à l'antique. Et donc Philippe Astley se dit, pour être dans l'air du temps, je vais employer un mot à la mode, l'amphithéâtre. Et franchement, on imagine, pour une baraque de planches, l'amphithéâtre royal des arts, ça jette. Donc il avait ce besoin-là, ce désir de marquer son territoire. Et son employé, qui devient son rival, va construire, et c'est un autre paradoxe, un lieu très étrange, avec une scène, comme un théâtre. Et à la place des fauteuils d'orchestre, il va mettre une piste. On va avoir donc un lieu totalement hybride entre une piste et une scène, qui permet de créer des spectacles à la fois sur la piste, avec des chevaux, avec une rampe qui permet de monter sur scène, d'avoir des décors, donc la perspective du théâtre à l'italienne, et donc de créer un spectacle avec une énergie particulière, et qu'il va baptiser cirque. Puisqu'il cherche une autre référence, il va trouver circus, la référence de l'Antiquité, comme l'amphithéâtre. À partir de ce moment-là, le mot circus va se décliner, parce que c'est quand même plus facile qu'amphithéâtre. Sinon, on aurait eu un amphithéâtre éloise, un amphithéâtre du soleil peut-être, mais circus a été plus facile à décliner en cirque, circo, circus, etc., etc., etc. D'autres Castley ont utilisé le mot amphithéâtre, mais ça n'a pas duré très longtemps, et le cirque a commencé à avoir une véritable identité. Évidemment, au-delà des frontières de l'Angleterre, on sait bien que ça a été très rapide. Le rival d'Astley avait à son tour un employé qui a décidé de le quitter. Cet employé a pris le bateau, il est allé vers le Nouveau Monde, il est arrivé en 1793, 25 ans après Astley, 1793 à Philadelphie, et là, il a construit un cirque. Donc ça veut dire qu'en 25 ans, et on reviendra sur ce personnage un peu plus tard, en 25 ans, le cirque, une forme qui n'existait pas, qui n'avait pas de réalité, qui est partie finalement d'une exhibition équestre dans un terrain vague, dans un pré. Hein, c'est un ancien élevage de faisans, donc c'est pas du tout un lieu, c'est un lieu abandonné. Le cirque a réussi non seulement à amplifier son espace et sa réalité, et ensuite à coloniser le monde. Alors le monde occidental, puisqu'on va pas non plus être, c'est déjà énorme, mais ça va aller très vite, puisque très rapidement d'autres troupes vont aller au-delà de l'Occident, et que dans les premières décennies du 19e siècle, le cirque aura vraiment colonisé la planète. Mais pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché ? Tout simplement parce que le cirque a une forme, enfin porte en lui une forme d'universalité, et surtout qu'il est immédiatement acceptable et compréhensible par n'importe quel peuple du monde, parce qu'il est muet. Le cirque n'utilise pas la parole. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal. Ouais, sauf que le cirque n'utilise pas la parole parce qu'il n'a pas eu le choix. Quand Astley et ses compétiteurs ont commencé à mettre en œuvre les lignes de force du spectacle, ils ont rêvé de pouvoir parler sur la piste, pouvoir être assimilés à des théâtres, à une forme de genre, à un genre noble. Parce qu'ils ne rêvons pas, même si les bâtiments étaient très beaux, très joliment décorés, il y a quelques exemples dans l'exposition, ça restait des bâtiments pour des écuyers, des acrobates, des saltimbanques. Et la parole aurait été probablement un argument pour se rapprocher du théâtre, mais bien sûr, les théâtres, il n'était pas question qu'ils laissent faire. Et donc, vous savez peut-être qu'à partir du XVIIe siècle, tout début du XVIIe,
en France et en Angleterre, qui sont les deux territoires de rayonnement des arts du cirque. En France et en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les lois sur les privilèges, qui interdisent, à l'exception de quelques salles, de parler sur une scène. Et donc, évidemment, le cirque, quand il arrive, il est privé de ce droit pour ne pas être une concurrence déloyale vis-à-vis des théâtres qui sont protégés par un dignitaire de l'Église, par un monarque, par un prince. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, le cirque doit très, très vite trouver une manière d'exister qui ne repose pas sur les codes du théâtre. Et il va utiliser le corps acrobatique, le corps équestre, pour se formuler, se formaliser et partir à la conquête de la planète. Ça a plutôt bien marché. Et même si Astley et ses rivaux en ont rêvé, qu'ils ont essayé, qu'ils se sont retrouvés en prison aussitôt, avec une fermeture obligatoire de leurs espaces, eh bien, le cirque n'a pas eu d'autre choix que de s'abstenir de parler. Et cette fameuse loi sur les privilèges est définitivement tombée en France, et à peu près à la même époque en Angleterre, à la fin du Second Empire. Donc ça veut dire plus d'un siècle après la naissance du cirque moderne. Donc évidemment, c'était trop tard. C'est trop tard pour revenir en arrière. Aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui, on parle sur certains spectacles de cirque. On utilise la parole, parce qu'évidemment, la parole est parfaitement libre. Mais un siècle après, il était plus temps finalement d'intégrer les mots. Et donc le cirque a continué de se développer en étant muet et en créant une forme accessible à tous, sans réelle contrainte. C'est-à-dire qu'il y a rarement une histoire, il n'y a rien à comprendre en fait. Pendant plusieurs siècles, il n'y avait rien d'autre que prendre du plaisir, de s'étonner, de voir des cavaliers, de voir des acrobates faire des choses extraordinaires sans qu'il y ait de sens, sans qu'il y ait d'évolution structurelle. On simplement prenait du plaisir à voir des choses qui prenaient de plus en plus de force d'ailleurs, hein, puisque, encore une fois, vous avez bien compris, l'humain a besoin de dépassement et le cirque finalement s'est fondé sur cette logique-là. Repousser les limites, dépasser sans cesse ce qu'il est possible de faire. Pour ça qu'on a tourné un premier saut périlleux, puis un second, puis un triple, puis un quadruple, et que probablement, quelque part, des acrobates essayent de tourner un quintuple saut périlleux d'un trapèze à l'autre, probablement, parce qu'il y a cette idée qu'il faut toujours aller plus loin. Le cirque a cette presque contrainte, c'est dans son code génétique, c'est de repousser les limites sans cesse. Donc on le voit bien. Aujourd'hui, les limites sont peut-être technologiques. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal exploré les ressources du corps, même si on est capable d'inventer de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de gérer l'espace, le temps, l'objet, etc. Mais on voit aussi que la technologie est en train d'accompagner les évolutions du cirque d'aujourd'hui. Et ce sera peut-être ça la prochaine étape, c'est repousser les limites de la technologie pour en faire un élément constitutif d'un spectacle. Alors, on le voit, on utilise des projections, on utilise la réalité augmentée, etc. etc. Pour certains, ce ne sont que les débuts, mais on sent bien qu'il va y avoir de plus en plus d'implications et que les prochaines limites seront probablement celles-là, hein, puisque une fois qu'on aura compris que le corps a atteint ce qu'il était capable d'accomplir, il faudra trouver un autre langage. Donc le cirque est probablement engagé dans cette démarche-là. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le bâtiment était une spécificité européenne, tout simplement parce que en 1825, donc on est très près finalement de Philippe Astley. Hein, il est mort depuis peu de temps, mais il a impulsé un mouvement. Et donc en 1825, aux États-Unis, alors 1825 c'est l'Amérique, c'est pas encore les États-Unis. En Amérique, un entrepreneur, on va dire ça comme ça, qui a bien compris depuis que cet écuyer est arrivé en 1793, il a donné des envies évidemment à d'autres. Donc on commence à voir naître des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs américains. Et l'un d'entre eux a une idée parce qu'il se rend compte que construire un cirque à chaque fois, ça coûte un peu d'argent, qu'il n'y a pas tant de villes à ce moment-là, moins qu'en Europe en tous les cas, pour organiser une tournée, et que parfois il y a des villages où ça ne vaut pas le coup de construire, mais qu'il serait quand même bien de pouvoir y faire un spectacle.
Donc il va avoir une idée formidable, qui va lui être inspirée par les premières villes éphémères d'Amérique, qui sont souvent des villages de tentes, des villages de toiles. Et il va se dire, pourquoi ne pas utiliser une toile, une tente un peu plus grande que les autres pour faire mon spectacle? Et donc il va créer en 1825 le premier chapiteau, qui est sûrement très simple, hein, un mât, donc probablement un arbre, un tronc d'arbre, et ça rend aussi les choses très fluides, parce que vous emmenez vos ballots de toile, vous arrivez dans un village, vous coupez l'arbre. Vous n'avez même pas besoin de transporter le mât. Vous coupez l'arbre, en quelques dizaines de minutes, il est prêt, vous le plantez, vous organisez la toile, et vous avez une salle de spectacle. Et donc cette simplicité-là va évidemment être déterminante pour le développement du cirque en Amérique, parce que on peut aller d'un village à l'autre, même s'il n'y a que quelques centaines, même, on pourrait même presque dire, j'imagine, quelques dizaines d'habitants, mais quelques centaines, on fait une ou deux représentations, et puis finalement on laisse le tronc d'arbre, on vend le bois, et on remet tout sur un chariot, et on va dans un village un peu plus loin, et on recommence. Et donc les Américains vont donner un autre sens au voyage. Ça va progressivement se transformer en une hyper-mobilité qui va être une contradiction totale avec le cirque en Europe, puisque quand on a un bâtiment, l'intérêt, évidemment, c'est d'y rester. Donc on installe la troupe, quelquefois pour 2 mois, 3 mois, et puis on change le spectacle. Et donc là, au lieu d'aller à la quête de nouveaux spectateurs chaque jour, on garde les mêmes, mais on leur donne un nouveau spectacle. Et donc on crée finalement, on fidélise ces spectateurs. Ça va être très fort pendant tout le 19e siècle, en annonçant, parfois pour une soirée exceptionnelle, un artiste qui vient de Londres, de Paris, de Berlin, et qui va se produire quelque part dans une province. Et donc le public vient, même s'il connaît le reste du programme. Et donc on va avoir cette espèce de permanence. Les Américains vont tout bouleverser, puisque le chapiteau permet une indépendance totale. Donc on peut arriver le matin, on monte et très rapidement, on va se rendre compte que plus les villes vont se développer, on peut finalement donner 1 ou 2 spectacles, on démonte, on change de ville et on recommence tous les jours. Et évidemment qu'à un moment donné, très vite d'ailleurs, ce mât en plein milieu de la piste, puisque vous avez bien compris, si on a un mât et une toile, comme ce qu'on appelle un parapluie, la piste, elle est en plein milieu. Donc pour certains exercices, c'est un peu gênant d'avoir un arbre en plein milieu. Donc on va très vite imaginer un 2e arbre et mettre la piste entre les deux. Donc on aura une piste, 2 troncs d'arbres, 2 mâts, après on va raffiner évidemment au fur et à mesure, et une toile, ce qu'on va appeler la tente à l'américaine, qui va évidemment se développer de plus en plus, mais plutôt que de l'élargir, on va l'allonger. Et on va arriver à ce résultat phénoménal à la fin du 19e, en 1880, donc c'est finalement pas très vieux, 1825-1880, c'est, je ne sais pas bon en calcul, 55 ans, c'est ça? 55 ans, c'est pas grand-chose. On sera passé d'un petit parapluie avec un arbre à de gigantesques nefs de toile pour 10 000 spectateurs. Les grands cirques américains vont être une rupture totale avec le mode de fonctionnement européen, puisque dans un chapiteau de 10 000 places, vous pouvez faire une représentation, quand un bâtiment en Europe va être obligé d'en faire 10 quand il a 1000 places, mais quand il en a un peu moins, c'est encore plus réduit. Donc on a cette espèce de frénésie de développement qui va être très très impressionnante, très importante, parce que vous imaginez, c'est une ville entière qui se déplace. Un chapiteau de 10 000 places avec tout ce qui va autour. Il y a dans l'exposition une maquette qui est très inspirée par le cirque américain, et vous verrez la réalité de ce que sont les 3 pistes. 3 pistes juxtaposées, avec 3 numéros en même temps. Donc on entre dans une espèce de démultiplication, hypermobilité, démultiplication. Le cirque américain s'engage sur une voie qui n'est pas celle de l'Europe, qui va lui être fatale, puisque en 1929, avec la crise, le krach de Wall Street, ça va être évidemment la fin d'une histoire dont le cirque américain ne se relèvera jamais. Mais pendant presque, on va dire, une 50aine d'années, un autre demi-siècle, il y a eu cette espèce de frénésie incroyable. Et si le cirque américain a été aussi fort à partir de ce moment-là, c'est parce qu'évidemment, ce fameux écuyer anglais qui s'appelait John Bill Ricketts, et qui est maintenant l'élément fondateur de notre histoire immédiate, quand il est arrivé à Philadelphie, il ne se doutait pas que son idée, qui était finalement très, très imprégnée par l'Europe, allait donner une énergie si incroyable au cirque en Amérique du Nord. Il n'imaginait pas. Et il n'imaginait pas non plus ce qui allait se produire
presque un siècle plus tard, après son arrivée. Il y a quelqu'un qui n'a pas pensé d'ailleurs, il va falloir qu'on leur soumette. Héloïse, en fait, est né un siècle exactement après l'arrivée de ce monsieur Ricketts. On va leur dire, il y a peut-être un anniversaire à célébrer. Donc John Bill Ricketts construit un cirque à Philadelphie. Il va aller à Boston, il va aller à New York, et puis il va avoir envie du Nord. Il va décider de remonter. Et il va arriver à Montréal. Et il va construire un cirque. Et donc en 1797, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un cirque stable à Montréal. Et au bout de 6 mois, il aura envie d'un autre horizon et il va faire la même chose à Québec. Donc en quelques mois, on pourrait dire en l'espace de 2 années, au Québec, il y a eu, comme en Europe, et comme aux États-Unis, comme en Amérique, 2 cirques stables. Alors, ils n'ont pas duré très longtemps, on n'en a malheureusement aucune trace. Il n'y a plus rien, même pas un mur. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc évidemment, il y a plus de traces, sauf dans la mémoire collective. Et on peut se dire que John Bill Ricketts a implanté les racines du cirque en Amérique du Nord, mais qu'il a aussi implanté les racines du cirque au Québec, et que probablement, parce que cette histoire est évidemment très particulière, vous avez la possibilité dans l'expo de découvrir la richesse et la diversité du cirque québécois, parce que moi ça a été un choc, je ne l'avais jamais vu, une sculpture en pied de Louis Cyr, qui était l'homme le plus fort du monde, qui vous accueille à l'entrée du 2e niveau, et qui est vraiment, vraiment impressionnant, et une mémoire immédiate avec des costumes, avec des accessoires, et on se rend compte en fait que le Québec a été un des acteurs de ce développement planétaire. Alors évidemment, probablement moins vite et moins fort dans un premier temps qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, mais le cirque a toujours fait partie d'un imaginaire québécois. C'est très étonnant de s'en rendre compte à ce point, avec justement des troupes comme la famille Auger, comme Léon Dupéré, etc., comme les Marinos. Enfin, vous découvrirez ça dans l'exposition, c'est très très troublant. Et puis ça a continué avec le projet Caravane un peu plus tard, avec Sol et Gobelet à la télévision, etc., etc., alors on aurait dit, vous allez me dire, jusqu'au Cirque du Soleil. Non, il y a une étape avant, une étape essentielle. Un homme qui est aussi très bien représenté dans l'expo, qui s'appelait Guy Caron, qui s'appelle toujours Guy Caron, heureusement, a eu une intuition. Il ne savait pas très bien quoi faire de sa vie. Il n'avait pas envie forcément d'entrer dans une entreprise, etc. Il avait envie de faire du spectacle. Et il voyait qu'on commençait à avoir des choses, des essais, des tentatives. Et il s'est dit, il faut aller plus loin, il faut apprendre. Et donc, il a franchi un pas incroyable. Il s'est embarqué pour la Hongrie. Parce qu'en Hongrie, il y avait une école. Il y avait une école à Budapest qui faisait partie du réseau des écoles de l'Union soviétique. Et il est allé apprendre. Alors, il n'a pas appris grand-chose parce qu'il était un peu vieux pour ça, mais il a passé une année formidable à comprendre les mécanismes et comment on pouvait effectivement transmettre, ne plus être dans l'aléatoire, mais transmettre les arts du cirque. Il est rentré au Québec. Et quelques années plus tard, parce qu'il est parti, je crois, en 1976, donc quelques années plus tard, il a eu une sorte d'éblouissement. Il le dit comme ça, en marchant dans la rue. Il dit, mais il faut qu'on fasse la même chose. Et il a décidé de fonder une école. Donc au début, c'était évidemment très très simple, très balbutiant, au Centre Immaculée Conception, des cours d'acrobatie qui étaient donnés par notamment André Simard, qui a été un des concepteurs majeurs du Cirque du Soleil. Une première esquisse finalement. Et petit à petit, cette idée a attiré de plus en plus de gens. Donc nous sommes en 81, donc avant la fondation du Cirque du Soleil. Il y a une école qui, évidemment, est encore une fois très embryonnaire, mais qui va se développer, qui va aller dans la gare d'Alousie, c'est ça, au bout du Vieux-Port, où maintenant le Cirque Éloise s'est installé. C'est un joli retournement de l'histoire. Et puis ensuite, l'école a déménagé une 3e fois et s'est retrouvée à Saint-Michel, en face des bâtiments du Cirque du Soleil. Mais ça a été vraiment un élément déterminant dans le développement des arts du cirque au Québec, parce que n'importe qui, comme en Europe, comme dans certains pays de l'Est, n'importe qui pouvait prétendre faire du cirque, apprendre à être un acrobate. Jusque-là, c'était évidemment, soit on tentait le coup, mais sans guide, sans professeur. Là, brusquement, on avait presque toutes les clés pour y parvenir. Donc, cette idée d'une école a été essentielle. Le Cirque du Soleil est né en 1984.
Et donc là, on a une compagnie qui apparaît, qui va être avoir un effet d'entraînement aussi, qui va se développer. Ça a été compliqué au début, mais cette compagnie s'est développée. Et puis elle va donner des envies à d'autres. Et donc, c'est pour ça que je pensais à Éloise en 1993 et les 7 doigts en 2002, etc., etc. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Et on va voir naître un véritable secteur, un marché véritable. Un marché, ce n'est pas un joli mot, parce que nous parlons d'art, là. Donc, enfin, il y a un marché de l'art aussi. Un secteur artistique qui va se construire de toutes pièces et qui, évidemment, par la force des choses, on retrouve un peu la même chose en Belgique, c'est-à-dire que sur un territoire où la population n'est pas immense, il est nécessaire de créer, de s'appuyer sur son identité et ensuite de l'exporter. Et une des grandes forces des compagnies québécoises, évidemment, c'est de rayonner sur le monde. C'est-à-dire que le Cirque du Soleil, bien sûr, parce que son élan a été formidable et que les moyens qu'il a réussi à générer lui ont permis ce développement-là. Donc on plaisantait à un moment donné, vous savez, ce que l'on dit de l'Empire britannique, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Le Cirque du Soleil, ça a été ça aussi à un moment donné, puisqu'il avait à un moment donné des entités en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et que donc sur cette compagnie, le soleil ne se couchait non plus jamais. Donc il y a eu cette incroyable élan, et puis ça a motivé des concepteurs, ça a motivé des troupes. L'école s'est développée. Vous imaginez le chemin parcouru entre le Centre Immaculée Conception, où elle était accueillie dans 2 salles basses de plafond, et le bâtiment qui est à Saint-Michel aujourd'hui. Donc, et cette évolution-là, comme l'évolution du Cirque du Soleil, comme l'évolution des 7 doigts de la main, comme Éloise, qui possèdent des lieux maintenant qui sont propices à leur développement, eh bien, finalement, ces compagnies sont la métaphore même du spectacle qu'elles développent, et elles ont, à leur tour, conquis la planète, conquis le monde, et je pense que ça, c'est une dimension essentielle, puisque qu'est-ce qui manque à notre monde, sinon toujours plus d'artistes, et qu'est-ce que les artistes de cirque nous donnent ou nous permettent d'obtenir, sinon que le monde soit plus beau, plus fort, et qu'on ait envie de l'aimer davantage. Merci. Merci.